De la momie égyptienne à la momie quotidienne. L'histoire de la conservation des corps au XIXe siècle. Dans ce numéro, Patrick Boucheron invite l'historienne Anne Carole avant de retrouver la chronique de Manon Bril. Bonjour. Aujourd'hui, la momie. Ah, vous nous voyez venir. Qui dit momie dit énigme, pyramide, pharaon. Ben non, pas cette fois-ci. Enfin, pas seulement. Parce que il n'y a pas que dans l'Égypte ancienne qu'on a tenté de conserver les corps. C'est, jusqu'à l'époque contemporaine, une des constantes des sociétés humaines. La momification égyptienne produit ce qu'on appelle une momie sèche. Elle est enveloppée de bandelettes. Or, ce dont on voudrait vous parler aujourd'hui, c'est de l'embaumement, c'est-à-dire une technique qui apparaît au XIXe siècle pour, depuis l'intérieur du cadavre, eh bien, lui injecter des fluides et ainsi le conserver. C'est donc du XIXe siècle que nous allons vous parler aujourd'hui et de sa pulsion de conservation. Car l'embaumement a été une passion romantique, pour reprendre le titre de ce beau livre d'Anne Carole, paru en 2015. C'est elle que nous écoutons aujourd'hui, Anne Carole, qui va nous parler de cette histoire des vivants et des morts, ou plutôt de l'histoire de la présence des morts dans la société des vivants. Les momies, nous n'en avons pas ici avec nous, mais en revanche, nous avons des objets qui renvoient à la fabrication des momies, qui sont rentrés en jeu au moment de la momification, comme des bandelettes, par exemple, qui ont été utilisées dans des momifications antiques. Nous avons aussi du matériel d'embaumement du XIXe siècle. Donc, tous ces objets qui sont ici présentés sont des objets qui renvoient à des époques très différentes, qui nous montrent que finalement des momies, on en a fabriqué, ou des corps conservés, on en a fabriqué depuis l'Antiquité et jusqu'à nos jours. Tout le monde connaît la momie de Lénine, par exemple, ou celle qui a été réalisée il y a peu de temps de Jean-Paul II. On voit une coutume là, qui traverse les temps, mais qui peut prendre des significations complètement différentes et qui renvoie à des techniques aussi de conservation qui sont différentes. Quand on regarde les momies égyptiennes, finalement, pour arriver au corps, il faut faire tout un travail de déshabillage. La momie est entourée de bandelettes, elle est entourée de linge, elle est d'abord recouverte d'un masque mortuaire, puis placée dans des sarcophages, etc. Donc le corps est relativement inaccessible. C'est à partir du XIXe siècle en Occident que le corps est redevenu central dans le rapport que les vivants avaient avec les morts. Donc prendre soin des morts, c'était prendre soin du corps des défunts. On va donc réfléchir à de nouvelles méthodes de conservation qu'on va appeler l'embaumement au XIXe siècle et qui vont être destinées donc non pas à faire des momies sèches comme on le faisait par le passé, mais des momies qui ont autant que faire se peut l'apparence du vivant, l'apparence du sommeil, en accord avec les sensibilités de l'époque. Première visite officielle d'un pharaon en France. Sa Majesté Ramsès II est arrivé en fin de journée à Paris à bord d'un avion spécial en provenance du Caire. En fait, la momie du grand pharaon, âgée de quelques 3000 ans, vient subir dans les laboratoires du Musée de l'Homme à Paris une cure de rajeunissement plus que nécessaire. Les bandelettes n'auraient pas apparemment protégé la précieuse dépouille des attaques sournoises d'un mystérieux champignon. Si la momie de Ramsès II, photographiée ici en 1976, a tant fasciné depuis sa découverte à la fin du XIXe siècle, c'est bien parce qu'elle est encore matériellement là, visible, 3000 ans après la mort du pharaon. La momie, en tant qu'objet d'histoire, nous parle autant du désir impérieux, religieux, rituel de la conservation des corps à travers le temps que de la sophistication des techniques de momification. Dans l'Égypte ancienne, embaumer ne signifie pas seulement recouvrir de bandelettes de lin, bien au contraire. Le papyrus de Turin, récemment traduit, nous prouve combien l'embaumement égyptien était le fruit d'un long apprentissage technique. Les soins que l'on apporte aux morts passent avant tout par l'intérieur du corps.
Les embaumeurs travaillent parfois près de 70 jours pour transformer un cadavre en momie. On éviscère le corps, puis on le sèche au soleil avant de l'enduire de dizaines de couches d'huile végétale, d'onguents, de résine. Puis on pose des bandelettes avant d'enfermer la momie dans un sarcophage. Ainsi, la momie dite sèche est enfermée. Elle peut désormais traverser le temps, passer dans l'au-delà. La technique égyptienne de momification se perd pendant l'époque romaine, puis disparaît presque totalement pendant la période médiévale. Mais les demandes privées, intimes, au XIXe siècle, vont imposer un retour de la momie. On fonctionne donc jusqu'au début du XIXe siècle avec ces techniques. Mais cette nouvelle demande, qui impose que les corps ne soient pas abîmés, oblige aussi à réfléchir sur de nouveaux procédés. La solution, elle vient en fait de la recherche sur la conservation des pièces anatomiques, sur la meilleure façon de conserver des pièces anatomiques et des corps qui sont destinés aux amphithéâtres des facultés de médecine. Et c'est Jean-Nicolas Ganal, un chimiste, un chercheur, un inventeur, un industriel, qui va se lancer dans cette question de la conservation des pièces anatomiques. Et il va avoir l'idée de transférer ce qu'il met au point pour les pièces anatomiques dans la sphère du funéraire. Il ne faut pas traiter le corps de l'extérieur, comme on le faisait auparavant, donc en créant un maximum d'ouverture par où faire rentrer les produits antiputrides, mais il faut le traiter de l'intérieur. Et donc il faut injecter dans l'ensemble du système circulatoire un produit conservateur. Il va d'abord déposer un brevet, et puis il va rédiger aussi un livre, un traité, son histoire des embaumements, où il ne livre pas le secret de sa technique, mais où il se replace dans une longue lignée de traitement du corps, où il se présente en quelque sorte comme l'héritier de ces embaumeurs de l'Antiquité. La référence à l'Égypte, elle est utilisée comme un argument publicitaire par les embaumeurs, par Ganal et par tous les concessionnaires auxquels il va vendre son procédé. Et les embaumeurs n'hésitent pas à recourir à toute une série de références en représentant des sarcophages, des pyramides, des palmiers au milieu de ce qui relève plutôt de l'imagerie des cimetières occidentaux à la même époque, c'est-à-dire des cyprès, des chapelles néo-gothiques, qui sont tout à fait de type occidental. Ce mélange des genres est le fruit d'une rencontre entre le XIXe siècle et l'Égypte. Depuis les expéditions napoléoniennes, on voit apparaître un véritable phénomène de fascination dans la société occidentale pour les vestiges de l'Égypte ancienne. Les momies deviennent des objets recherchés que l'on exhibe dans les cabinets de curiosité. Elles font l'objet de ventes, d'échanges, de marchandages. Le XIXe siècle, qui commence à penser la mort et la conservation des corps autrement, rencontre les momies égyptiennes. On les ausculte, on les regarde, on s'intéresse à leur forme. Elles intriguent, comme ici dans La Cigarette, un film de Germaine Dulac en 1919. Elles inspirent autant qu'elles repoussent, hantent ou envoûtent. Mais elles ne répondent plus aux attentes mortuaires de la société moderne qui, comme on le voit sur ces images, photographie les morts comme des êtres encore là, présents parmi les vivants. Conserver le corps des siens ne veut plus dire le cacher sous des bandelettes et une apparence qui inspire l'épouvante. Les momies modernes doivent être embaumées de l'intérieur et elles doivent avant tout conserver l'apparence de la vie elle-même. Et pour cela, il va falloir de nouvelles techniques chimiques. Ganal va avoir une position de monopole au XIXe siècle. À la fin des années 1830, il est seul sur le marché, il a posé un brevet. Il va être vraiment l'embaumeur parisien et même l'embaumeur français. Mais très vite, étant donné que c'est un marché qui est rentable, qui est en pleine expansion, cette suprématie va lui être contestée et on va voir surgir des concurrents. Ce qu'on a là, c'est un
un coffret d'embaumement qui était vendu par le principal concurrent de Ganal, le docteur Suquet, à ses concessionnaires. Ça contient le kit, en quelque sorte, de l'embaumeur. Donc, ce sont des seringues, vous le voyez, en alliage de laiton et de bronze, dans lequel on va mettre le liquide conservateur. Ensuite, on va fixer un long tuyau, qui n'est pas présent ici, qui va mener à cette canule qui est insérée dans la carotide et à travers laquelle on va diffuser le liquide conservateur. Donc, on ajustait ensuite sur les côtés des poignées. On remplissait la canule et puis après, on l'appuyait sur la poitrine et doucement, on poussait pour amener le liquide à l'intérieur du patient, comme on disait. Mais injecter les corps morts ne suffit pas tout à fait quand même à leur donner une apparence vivante. Le chlorure de zinc, par exemple, employé par Suquet, fabriquait des corps qui étaient très blancs, d'un blanc mat, qui pouvait paraître choquant. Et donc, ces embaumeurs procédaient aussi à des soins cosmétiques. C'est-à-dire qu'ils fardaient les visages, et ils pouvaient éventuellement même les repeindre. Ils posaient des prothèses oculaires, pour éviter l'affaissement des globes des yeux. Ils pouvaient mettre des linges à l'intérieur des joues pour corriger l'affaissement de celles-ci. Donc il y a tout un travail ensuite de remise en forme, tous ces soins qui dépassent la simple conservation. C'est quelquefois l'orgueil, mais bien plus souvent l'affection. Et quand même ce serait l'orgueil, il se cacherait encore sous le masque de l'affection. On ne veut pas se séparer d'un objet chéri, on veut l'arracher au néant du tombeau pour le voir encore, lui parler et l'aimer. Voilà comment le botaniste Pierre Boitard décrit son rapport à l'embaumement en 1839. Lorsque l'on descend les marches des catacombes capucines de Palerme en Sicile, filmées ici pour la télévision française en 1994, on peut tomber nez à nez avec cet étrange masque de l'affection. Il s'agit d'une petite fille, d'une momie devenue célèbre, d'une enfant, Rosalia Lombardo, morte d'une pneumonie à l'âge de 2 ans en décembre 1920. Son père, Mario Lombardo, terrassé par la mort de sa fille, demanda à l'embaumeur le plus célèbre d'Italie, Alfredo Salafia, de tout faire pour conserver le corps de sa petite fille. En injectant plusieurs produits chimiques, Salafia a réussi à conserver la rigidité du corps de l'enfant. Lorsque l'on regarde de nos jours cette momie moderne, on comprend que le désir impérieux de conserver l'apparence de la vie a remplacé pas à pas la croyance spirituelle d'une vie éternelle dans l'au-delà. Et que cette technique d'embaumement inaugure ce que sera la thanatopraxie. C'est dans les années 1960 que Jacques Marette invente le mot de thanatopraxie pour donner à cette nouvelle méthode une sorte de vernis de modernité. On crée un mot exprès, donc pratique sur la mort, avec cette volonté justement de se distinguer de l'embaumement. Donc les embaumeurs ne voulaient plus parler de momie. Jacques Marette, lui, ne veut plus parler d'embaumement, il veut parler de thanatopraxie. Et il va appliquer ces techniques d'embaumement à des personnalités célèbres comme Cocteau et Piaf, qui meurent le même jour, au début des années 60. Cette image émouvante et sereine sera celle que conserveront de Jean Cocteau ceux qui sont venus une dernière fois saluer en lui l'homme de tous les talents et l'ami. Ils avaient été 100 000 hier à défiler boulevard Lannes. Ce matin, ils sont revenus avec d'autres bouquets déposés à même le sol, devant le domicile d'Édith Piaf. Ces soins de conservation ne sont pas, comme au XIXe siècle, destinés à faire durer le corps éternellement. C'est même interdit par la loi. Ce sont des soins qui sont destinés à faire tenir les corps jusqu'aux funérailles. Ça va de pair avec l'essor de la crémation. C'est-à-dire que le corps, il ne s'agit plus de le conserver. Il s'agit de le conserver jusqu'aux funérailles et puis ensuite, souvent, très souvent, de le faire disparaître, de le réduire en cendres. Donc la logique est plus du tout la même. On n'est plus dans cette pulsion de conservation qui était celle du XIXe siècle. Et cette volonté de défier le temps qui a accompagné les momies de leur origine jusqu'au XIXe siècle. Et maintenant, Manon Bril déjoue la frontière entre histoire et culture populaire.
En 1922, la découverte du tombeau de Toutankhamon est accompagnée d'une rumeur dans la presse. Une rumeur qui veut que plusieurs archéologues du chantier auraient été frappés de malédiction. Pas étonnant que la fiction s'empare alors du sujet. Et c'est le cinéma qui, plus que jamais avec ses images animées, ramène à la vie ces momies qui nous semblent juste endormies. Le tout premier film à en mettre une en scène, intitulé La momie, est celui du réalisateur Karl Freund en 1932 pour Universal Pictures. Le personnage fascine tellement que Universal sort 5 autres films de momies entre 1940 et 1955. Et c'est cette série qui est reprise en 1999 avec le film que vous connaissez probablement, La momie, puis en 2001 avec Le retour de la momie, et enfin en 2008 avec La momie, la tombe de l'empereur dragon. Le point commun de ces films, c'est précisément de ramener les momies à la vie pour pourchasser et maudire les héros. La crise sanitaire que nous venons de traverser depuis 2020, qui a empêché certaines familles endeuillées de faire les derniers gestes funéraires ou simplement de voir le corps des morts, a mis en cause une mutation anthropologique profonde. D'autant plus profonde qu'elle est inaperçue. C'est celle que Thomas Laqueur, un anthropologue, a décrit majestueusement dans un livre paru en 2015 sous le titre « Le travail des morts ». Il relève d'ailleurs une grande tradition historiographique des années 80, c'est-à-dire une histoire culturelle des dépouilles mortelles. Je vous en conseille la lecture. À la semaine prochaine.